5 ans de mariage. C'est ce que Julian Thorne a détruit en 5 secondes. Il a remis les papiers du divorce à sa femme alors qu'elle dressait la table pour leur dîner d'anniversaire, lui disant qu'elle ne correspondait plus à l'image qu'il se faisait d'elle. Il l'a mise à la porte de leur appartement terrasse, la laissant sans le sou sous une pluie glaciale à New York. Il ne savait pas qu'elle serrait dans sa poche un test de grossesse positif. Il pensait qu'elle reviendrait vers lui en rampant, en le suppliant. Il avait tort. 3 mois plus tard, Julian est entré dans une réunion de fusion à haut risque et s'est figé. Assise en bout de table, à côté de son rival commercial le plus redoutable, se trouvait la femme qu'il avait rejetée. Et lorsqu'elle s'est levée, tout le monde a vu son ventre rond. Le bruit du stylo incrusté de diamants frappant le comptoir en marbre a résonné comme un coup de feu dans le penthouse silencieux. Signe Herrera. Arrête de compliquer les choses. Or, Vance baissa les yeux vers les documents étalés devant elle. Les mots « dissolution du mariage » flottaient devant ses yeux remplis de larmes. Elle agrippa le bord de l'îlot de cuisine, les jointures de ses doigts blanchissants. Derrière les baies vitrées, la silhouette de New York scintillait, froide et indifférente. « Julian », murmura-t-elle d'une voix tremblante, « c'est notre 5e anniversaire. Le dîner est dans le four. J'ai préparé ton plat préféré. » Julian Thorne, PDG de Thorne Enterprises et homme en couverture du magazine Forbes depuis 3 mois consécutifs, ne leva même pas les yeux de son téléphone. Il envoyait un SMS à quelqu'un. Un petit sourire cruel se dessina sur ses lèvres avant qu'il ne verrouille l'écran et tourne enfin son regard bleu glacial vers elle. « Le dîner n'a pas d'importance, Hera. Nous n'avons plus d'importance. Regarde-toi. » Il lui fit un geste vague. Elle portait un simple pull en laine et un jean. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Elle avait passé les 5 dernières années dans l'ombre, à gérer sa maison, à éditer ses discours et à veiller à ce que sa vie se déroule parfaitement, tandis qu'il devenait une icône mondiale. « Tu es une femme au foyer, je suis milliardaire. Mon conseil d'administration pense que j'ai besoin d'un partenaire qui apporte de la valeur, de l'influence. » Hara sentit une vague de nausée la submerger. Ce n'était pas seulement le chagrin, c'était le secret qu'elle gardait. Sa main se posa instinctivement sur le bas de son ventre. « J'apporte de la valeur, dit-elle, sa voix gagnant un peu de force. Je t'ai aidé à naviguer dans la fusion avec les marchés asiatiques. J'ai réécrit les contrats pour l'accord avec Dubaï lorsque votre équipe juridique a manqué la faille. J'ai été votre partenaire dans tout, sauf dans le nom. » Julian a ri. C'était un rire sec et agressif. « Vous avez corrigé quelques fautes de frappe, Hara. Ne vous donnez pas trop de crédit. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui correspond à mon statut. Clara Hara Dubois. » Ce nom la frappa comme un coup physique. Clara Hara Dubois était la fille d'un sénateur, une mondaine connue pour sa ligne de vêtements et son tempérament violent. Elle était tout ce qu'elle n'était pas. Bruyante, publique et riche de naissance. « Tu me quittes pour Clara Hara ?» demanda Hara essoufflé. « Je fusionne avec la famille Dubois. » Julian la corrigea froidement en regardant sa Rolex. « Clara Hara n'est qu'un bonus. Maintenant, signe les papiers. Le contrat de mariage que tu as signé il y a 5 ans est en béton. Tu auras les bijoux que je t'ai achetés et 50 000 $. C'est tout. 50 000 $. Hara le fixa du regard. « Julian, les loyers dans cette ville ne sont pas mon problème. » Il s'énerva. « La sécurité viendra dans 20 minutes pour t'escorter dehors. Je veux que tu sois parti avant l'arrivée de Clara Hara. Elle veut redécorer. » Hara ferma les yeux. La cruauté était à couper le souffle. Elle pensa à la petite vie qui grandissait en elle. 7 semaines, elle venait de l'apprendre ce matin. Elle avait prévu de lui annoncer pendant le dîner et de lui montrer le petit body qu'elle avait acheté. Elle pensait qu'un bébé pourrait l'adoucir, pourrait lui redonner l'homme dont elle était tombée amoureuse à l'université. Mais cet homme était mort. Elle prit le stylo. Elle ne se débattit pas, elle ne cria pas. Elle comprit à ce moment-là que lui parler du bébé serait une erreur. Soit il la forcerait à s'en débarrasser pour protéger son image, soit il lui enlèverait l'enfant une fois qu'il serait né, utilisant ses milliards pour la faire passer pour une mère indigne. Elle signa de son nom. « Vance, bien. » Julian lui arracha les papiers des mains. « Fais tes valises. Emporte seulement ce que tu avais avec toi. » 20 minutes plus tard, Hara se tenait sur le trottoir de la 5e avenue. Le portier, un homme à qui elle avait apporté du café tous les matins pendant 5 ans, la regarda avec pitié, mais ne dit pas un mot. Il pleuvait à verse. Elle avait une seule valise.
Julian avait vidé son compte épargne pour investir il y a plusieurs mois. Il lui avait promis 50 000 $, mais le chèque ne serait pas encaissé avant plusieurs jours. Mais elle était seule. Elle était enceinte et l'homme qu'elle aimait venait de la jeter comme un déchet. Alors qu'elle se tenait là, frissonnante, une élégante Bugatti noire s'arrêta au bord du trottoir. La vitre s'abaissa, révélant le visage de Julian. Pendant une seconde, Ara espéra qu'il avait changé d'avis. « Oh, une dernière chose, » dit Julian, sans même la regarder, les yeux fixés sur la route devant lui. « N'utilise plus le nom Thor. C'est une marque et tu ne peux pas te le permettre. » La voiture démarra en trombe, éclaboussant son jean d'eau sale provenant d'une flaque. Ara posa une main sur son ventre. « Je ne le laisserai jamais te faire de mal, » murmura-t-elle à la pluie. « Je te le promets, 3 mois s'étaient écoulés. » Le glamour de l'Upper East Side semblait désormais à Ara appartenir à une autre planète. Elle vivait dans un studio exigu et plein de courants d'air dans le Queens, qui sentait le moisi et l'huile de cuisson Reims. Les 50 000 $ avaient été en grande partie consacrés aux frais médicaux. Sa grossesse était à des hauts risques en raison du stress et de la recherche d'un appartement, qui exigeait 6 mois de loyer à l'avance car elle n'avait pas d'antécédents professionnels. Elle avait postulé à des centaines d'emplois. Mais Julian Thorne était un homme mesquin. Chaque fois qu'elle passait un entretien dans une agence de marketing ou de conseil, tout se passait bien. Puis, le lendemain, elle recevait un appel lui annonçant que le poste avait été pourvu. Elle soupçonnait Julian de l'avoir mise sur liste noire. Il avait probablement dit au recruteur de ne pas embaucher son ex-femme instable. Ainsi Vance, la femme qui avait discrètement élaboré les stratégies commerciales d'un milliardaire, travaillait désormais de nuit dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24 près des docks. Il était 2 heures du matin, un mardi. Le restaurant était presque vide, à l'exception de quelques camionneurs et d'un homme assis dans le coin au fond, qui était là depuis 2 heures, tapant frénétiquement sur son ordinateur portable. Ara ajusta son tablier. Son ventre commençait à s'arrondir, une petite courbe cachée sous son uniforme trop grand. Elle avait mal au dos et ses chevilles étaient enflées. « Remette-moi du café, chérie !» cria l'un des camionneurs. « J'arrive !» répondit Ara d'une voix fatiguée. Elle passa devant l'homme assis dans le coin. Il avait l'air épuisé. Il portait un costume qui coûtait plus cher que tout le restaurant, en laine italienne sur mesure, gris anthracite. Sa cravate était défaite et ses cheveux bruns étaient ébouriffés, comme s'il les avait passés entre ses doigts avec frustration. Et Ara le reconnut immédiatement. Silas Sterling, le directeur informatique de Sterling Global. Il était le seul véritable concurrent de Julian. Alors que Julian était tape à l'œil, avide de médiatisation et bruyant, Silas était un prédateur dans l'ombre. Il était connu sous le nom de Loup de Wall Street, impitoyable, discret et terriblement intelligent. Il fixait une feuille de calcul sur son écran, marmonnant des jurons entre ses dents. Ara versa du café dans sa tasse. « Nuit difficile ?» demanda-t-elle doucement. Silas ne leva pas les yeux. « Si je ne trouve pas l'erreur dans cet algorithme logistique d'ici demain matin, je vais perdre un contrat de 4 milliards de dollars au profit d'un idiot. » Ara savait exactement qui était cet idiot. Julian. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était une matrice complexe de chaînes d'approvisionnement. Silas essayait d'optimiser les itinéraires d'expédition d'une flotte mondiale, mais le code renvoyait une erreur 404 récurrente sur les nœuds de distribution asiatiques. Ara n'aurait pas dû regarder. Elle aurait dû s'en aller. Mais elle se souvenait de cette structure de code spécifique. Elle l'avait étudiée il y a des années lorsqu'elle aidait Julian à essayer de supplanter Sterling Global. « Ligne 452 » dit-elle doucement. Silas se figea. Ses doigts cessèrent de survoler le clavier. Il tourna lentement la tête pour regarder la serveuse. Il vit une femme aux yeux fatigués, sans maquillage, avec un tablier taché. « Pardon ?» demanda Silas d'une voix grave et rauque. « L'erreur, » dit Ara, insérant la cafetière. « Elle se trouve à la ligne 452 de votre code. Vous acheminez la cargaison via les paramètres du canal de Suez, mais vous n'avez pas tenu compte des nouvelles variables tarifaires mises en œuvre le mois dernier. Cela crée une boucle logique. » Silas la fixa du regard. Il regarda à nouveau l'écran. Il fit défiler jusqu'à la ligne 452E. Il tapa rapidement une correction, ajustant la variable tarifaire. L'écran clignota en vert. Optimisation terminée. Efficacité augmentée de 12%.
Silas claqua le couvercle de l'ordinateur portable et regarda A'ara avec des yeux écarquillés. « Qui êtes-vous? » « Juste une serveuse, » répondit A'ara en se retournant pour partir. « Profitez bien du café. »« Attendez, » dit Silas en se levant. Il était grand et la dominait de toute sa hauteur. Il lui barra le chemin, mais sans agressivité. Il la regardait comme s'il voyait un fantôme. « Tu es A'ara Thorne, la femme de Julian. »« R. Vance ?» le corrigea-t-elle sèchement, les yeux brillants d'une soudaine fougue. « Je ne suis plus sa femme. » Silas plissa les yeux, scrutant son apparence. Il remarqua ses chaussures bon marché, son épuisement, la façon dont elle protégeait inconsciemment son ventre. C'était un homme qui avait fait fortune en lisant les détails. Il comprit immédiatement la situation. Julian l'avait rejeté et l'avait laissé sans rien. « Asseyez-vous, » ordonna Silas. « Ce n'était pas une demande. Je travaille, » dit A'ara. « Je rachèterai le restaurant pour 1 heure s'il le faut. Asseyez-vous. » A'ara hésita, puis s'assit sur le bord de la banquette en vinyle. « Vous avez corrigé une erreur de codage que 3 de mes meilleurs analystes n'avaient pas réussi à trouver en 1 semaine, » dit Silas en se penchant en avant. « Pourquoi l'ex-femme de Julian Thorne sert-elle du café dans un bouge comme celui-ci à 2 heures du matin? »« Parce que Julian m'a mise sur liste noire, » admit A'ara en baissant les yeux vers ses mains. « Et j'ai des dépenses à venir. » Le regard de Silas se posa sur son ventre, puis revint vers ses yeux. Une émotion indéchiffrable traversa son visage. De la rage? De la pitié? Non, c'était du calcul. « Il ne sait pas, n'est-ce pas? » demanda Silas doucement. « À propos du bébé? »« Non, » murmura-t-elle, « et il ne le saura jamais. Il me l'enlèverait. » Silas se rassit, un sourire lent et dangereux se dessinant sur son visage. Ce n'était pas un beau sourire. C'était le sourire d'un loup voyant un gibier blessé et décidant de tuer le chasseur à la place. « A'ara, » dit Silas, « comment aimerais-tu te venger? »« Je ne veux pas me venger, » mentit-elle. « Je veux juste survivre. » Silas dit. « Tu veux qu'il souffre comme tu as souffert? J'ai besoin d'un directeur de la stratégie. Mon actuel directeur est incompétent. Tu connais clairement mieux que quiconque le plan de Julian, car tu l'as probablement rédigé. »« Je ne peux pas travailler pour vous, » répondit A'ara en secouant la tête. « Si Julian découvre que vous travaillez pour moi, » l'interrompit Silas, « vous vivrez sous ma protection. Mon penthouse dispose d'une aile réservée aux invités. Il est équipé d'un système de sécurité privé. Personne ne vous touchera. Personne ne vous remettra de documents. Et vous toucherez un salaire qui permettra à votre enfant d'aller dans les meilleures écoles du monde. » A'ara le fixa du regard. C'était un pacte avec le diable. Silas Sterling était dangereux, mais être pauvre et vulnérable l'était encore plus. « Pourquoi? » demanda-t-elle. « Pourquoi m'aider? » Parce que Silas se leva, boutonnant sa veste. « Julian Thorne m'a pris quelque chose il y a des années. J'ai attendu de trouver l'arme adéquate pour le détruire, et je pense que je viens de la trouver. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une carte noire. « Soyez à la Sterling Tower à 9 heures. Apportez vos affaires. Toutes vos affaires. » Le lendemain matin, A'ara ne se contenta pas d'entrer dans la Sterling Tower. Elle fut conduite à l'intérieur par l'entrée souterraine privée. Silas ne plaisantait pas au sujet de l'aile réservée aux invités. Celle-ci était plus grande que tout le penthouse qu'elle avait partagé avec Julian. Elle était baignée de soleil, meublée de velours moelleux et décorée de fleurs fraîches. « Ta chambre, » dit Silas, debout dans l'embrasure de la porte. Il avait enfilé un costume bleu marine impeccable et avait tout à fait l'allure d'un magnat de l'industrie. « J'ai déjà trouvé une spécialiste en prénatalité. Elle viendra te voir. Pas besoin d'aller à l'hôpital où les paparazzi pourraient te repérer. » A'ara posa sa valise abîmée. « Tu as pensé à tout. Toujours. C'est pour ça que je gagne. » Au cours du mois suivant, la dynamique changea. A'ara s'attendait à ce que Silas soit froid et exigeant. Au contraire, il était extrêmement curieux. Ils passaient leur nuit dans sa bibliothèque, non pas à faire l'amour, mais à travailler. A'ara démantelait les stratégies commerciales de Julian une par une. Il surendette au 3e trimestre, expliqua A'ara un soir en montrant une projection. Il mise tout sur le contrat de fabrication technologique asiatique. Si vous achetez la chaîne d'approvisionnement des micropuces, sa production s'arrête, dit Silas en la regardant avec une admiration sincère. Tu étais le cerveau, murmura-t-il. Lui, il n'était que le visage. Il est idiot de t'avoir laissé partir. Il voulait un trophée,
dit Elora en se frottant les chevilles enflées. Sans demander, Silas se leva, attrapa un repose-pied et le plaça sous ses pieds. L'intimité du geste fit haleter Ara. Julian n'avait jamais fait cela. « Tu n'es pas un trophée, Ara, » dit Silas d'une voix basse. « Tu es celle qui fait les rois. » Le tournant survint 2 semaines plus tard. Elora était dans la cuisine du penthouse, essayant d'atteindre une étagère en hauteur pour prendre un verre. Soudain, une vague de vertige la submergea. Elle vacilla et laissa tomber le verre. Il se brisa. Elle sentit qu'elle tombait, mais elle ne heurta jamais le sol. Des bras puissants la rattrapèrent. S'il l'eut, il la souleva sans effort et la serra contre sa poitrine. « Je te tiens », dit-il d'une voix empreinte d'une panique qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. « Je te tiens », il la porta jusqu'au canapé et appela immédiatement le médecin. Il resta à ses côtés pendant des heures, lui appliquant une compresse froide sur le front. Quand elle se réveilla, il était assis par terre à côté du canapé, lui tenant la main. « Le médecin a dit que tu es surmené », dit Silas d'un ton sévère. « À partir de maintenant, tu travailles depuis ton lit ou tu ne travailles pas du tout. »« Je dois gagner ma vie, » murmura Ara. « Tu l'as déjà gagné 10 fois. » Silas lui serra la main. Il regarda son ventre où le bébé donnait des coupes de pied. Les yeux de Silas s'écarquillèrent. « Est-ce qu'il vient de bouger ?» Ara sourit faiblement. « C'est un garçon. Il a donné un coup de pied. » Silas tendit la main avec hésitation. « Je peux ?» Ara acquiesça. Silas Sterling, le milliardaire au sang-froid, posa sa grande main chaude sur son ventre. Lorsque le bébé donna un nouveau coup de pied, un regard d'émerveillement pur se dessina sur son visage. C'était un regard plein de nostalgie. « J'ai voulu fonder une famille », avoua Silas d'une voix rauque, « avant que ma femme ne meure. Nous avons perdu le bébé, puis je l'ai perdu, elle. » Le cœur d'Ara se brisa pour lui. Elle lui serra la main. « Je suis vraiment désolé, Silas. Ne le soyez pas. » Il la regarda, les yeux brûlants d'intensité. « Cela m'a appris à protéger ce qui compte. Et tu comptes pour moi, Elora. Toi et ce garçon. » Il se pencha vers elle et écarta une mèche de cheveux de son front. La tension dans la pièce passa de professionnel à électrique. « Je ne fais plus ça juste pour faire du mal à Julian, » murmura Silas. « Je sais, » souffla Ara. « Tant mieux, car demain, c'est le gala mondial de la technologie. » Silas se leva, son masque de maîtrise reprenant sa place, même si son regard restait chaleureux. « Julian sera là avec sa nouvelle fiancée. Et je pense qu'il est temps que nous fassions notre entrée. »« Je suis enceinte de 6 mois, Silas, » dit Ara, gêné. « J'ai l'air d'une baleine. »« Tu es magnifique, » la corrigea Silas. « Et nous allons faire en sorte que Julian Thorne s'étouffe avec son champagne. » La grande salle de bal de l'Hôtel Pierre était d'un luxe étouffant. Embêtement, c'était la nuit du gala mondial de la technologie, un événement où la fortune était le seul ticket d'entrée qui comptait. Julian Thorne se tenait près de la sculpture de glace, faisant tourner son scotch. Il était impeccable dans son smoking, mais ses yeux étaient injectés de sang. À côté de lui, Clara Dubois se plaignait de l'éclairage. « Ça me donne mauvaise mine, Julian. Fais quelque chose. Parle aux organisateurs, » lança-t-elle en vérifiant son reflet dans son téléphone. « Ça va ?» marmonna Julian en vérifiant son propre téléphone. Son action avait chuté de 4% ce matin-là. Sterling Global venait d'annoncer une percée dans le domaine de l'IA logistique. Une percée qui ressemblait étrangement au projet sur lequel Julian travaillait depuis des mois. « Souris, les photographes nous regardent. Je m'ennuie, » gémit Clara. « Partons. Je veux aller à l'after-party au club. » « On ne peut pas partir, on doit montrer notre force. Des rumeurs circulent selon lesquelles Thorne Enterprises perdrait beaucoup d'argent. » Siffla Julian. Soudain, le silence se fit dans la salle, le murmure des conversations s'évanouit, remplacé par le cliquetis frénétique des obturateurs des appareils photo près de l'entrée. Un silence parcourut la foule comme une vague. « Qui est-ce » murmura quelqu'un à proximité. « Est-ce Ilus Sterling? Qui est cette femme ?» Julian se tourna vers le grand escalier. Son verre glissa de ses doigts et se brisa sur le sol, éclaboussant ses chaussures cirées de scotch. Il ne s'en aperçut pas. Silas Sterling descendait les marches, ressemblant à un prince noir dans un smoking qui lui allait comme une seconde peau. Mais personne ne regardait Silas. Il regardait la femme à son bras. Ara. Elle portait une robe longue en velours émeraude foncé qui épousait chaque courbe de son corps. Elle était sans bretelles, mettant en valeur son cou élégant
et le collier de diamants qui scintillait sous les lustres. Mais la robe était conçue pour mettre en valeur, pas pour cacher. Elle moulait fièrement son ventre rond de 6 mois. Elle ne ressemblait pas à la femme brisée et en larmes que Julien avait jetée sous la pluie. Elle ressemblait à une reine, sa peau rayonnait, ses cheveux étaient coiffés en cascade et ses yeux balayaient la pièce avec un calme terrifiant. « C'est ton ex-femme » demanda Clara Hara d'une voix aiguë. « Mon Dieu, elle a grossi. »« Elle est enceinte » murmura Julien, le sang se retirant de son visage. Il fit rapidement le calcul. Il l'avait mise à la porte 3 mois auparavant. Elle semblait enceinte de 6 mois. C'était son enfant. Une vague de possessivité et de panique le submergea. C'était son héritier. C'était sa femme. Et elle était au bras de son ennemi. Silas la guida à travers la foule, sa main posée de manière protectrice sur le bas de son dos. La foule s'écarta pour les laisser passer. Les personnes qui avaient cessé de répondre aux appels de Julian se précipitaient désormais pour serrer la main de Silas et s'incliner devant Hara. Julian ne put se retenir. Il bouscula un serveur et se dirigea vers eux. Hara. Son cri fit taire la salle. Silas s'arrêta et se retourna lentement. Son visage était impassible. Hara se retourna également, son expression indéchiffrable. « Bonjour, Julian, dit-elle. » Sa voix était calme, une eau fraîche contre son feu. « Qu'est-ce que c'est » demanda Julian en pointant son ventre. « Toi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire? » Hara haussa un sourcil. « Tu m'as donné 10 minutes pour faire mes valises. Tu m'as dit que je ne correspondais pas à ton image. Est-ce que ça correspond à ton image, Julian? Une femme enceinte que tu as jetée à la rue. » Des chuchotements éclatèrent autour d'eux. Les membres du conseil d'administration des sociétés rivales se penchaient, avides de ragots. « Je ne savais pas » balbutia Julian, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation. Il changea de tactique, essayant de se faire passer pour la victime. « Hara, chérie, si j'avais su, tu sais que je ne t'aurais jamais laissé partir. C'est mon enfant. » Il tendit la main pour lui saisir le bras. Avant que ses doigts ne puissent effleurer le velours de sa robe, la main de Silas jaillit et se referma sur le poignet de Julian. Sa prise était écrasante. « Touche-la, dit Silas d'une voix basse et meurtrière, et tu perdras ta main. »« C'est ma femme !» grogna Julian en essayant de se dégager, sans succès. « Ex-femme !» corrigea Silas. « Et là-haut, elle est sous ma protection. Tu l'as rejetée, Thorn. Tu n'as pas le droit de fouiller dans les poubelles à la recherche de choses qui, soudainement, ont pris de la valeur à tes yeux. Elle vit avec toi. » Julian ricana en les regardant tour à tour. « Tu couches pour arriver au sommet maintenant. »« Hara, c'est comme ça que tu survives. » Hara s'avança. Elle ne se cacha pas derrière Silas. Elle regarda Julian droit dans les yeux. « Je ne couche pas pour obtenir quoi que ce soit, Julian. Je suis la nouvelle directrice de la stratégie de Sterling Global. Et tu sais que ta société a connu une baisse d'activité au dernier trimestre, que tu as perdu des contrats à Tokyo et que tu as connu des problèmes logistiques à Hambourg. C'est moi qui en suis responsable. » Julian la fixa, la bouche légèrement ouverte. La réalité le frappa comme un coup de massue. Elle ne faisait pas que survivre, elle le battait. « Tu as volé ma propriété intellectuelle » accusa Julian, désespéré. « C'est moi qui ai écrit cette propriété » dit Hara froidement. « Et contrairement à toi, Silas me paie à ma juste valeur. Allez, Silas. » L'air ici sent le désespoir. Silas lâcha le poignet de Julian en le poussant. Julian trébucha en arrière, manquant de heurter un serveur. Il les regarda s'éloigner, le couple puissant de la soirée. Clara apparut à ses côtés, l'air renfrogné. « Eh bien, c'était embarrassant, dit-elle. Tout le monde se moque de toi, Julian. » Julian se tourna vers elle, les yeux exorbités. « Taise-toi, taise-toi !» Il regarda Hara s'éloigner. Il ne voulait pas seulement qu'elle revienne. Il avait besoin qu'elle revienne. Sans elle, son entreprise était en train de couler et elle détenait la seule chose que l'argent ne pouvait acheter, son héritage. « Je vais le détruire, » murmura Julian pour lui-même. « Et je vais la récupérer. » 2 semaines après le gala, Thor Enterprises était en chute libre. Julian était assis dans son bureau, entouré de boîtes de plats et importés vides et d'avis juridiques. Le cours de l'action avait chuté de 18% après le gala. Les investisseurs n'appréciaient pas qu'un PDG humilie publiquement son ex-femme enceinte alors que son concurrent prospérait. Pour aggraver les choses, la fusion avec Dubois était morte.
Clara Ara avait rompu leur fiançailles publiquement via un tweet déclarant qu'elle ne pouvait pas être associée à un homme en déclin financier et social. Julian était seul et obsédé. Il avait collé des photos d'Ara sur son tableau blanc en vert. Pas des photos effrayantes, mais des clichés pris par les paparazzi au cours des dernières semaines. Ara et Silas prenant un café. Ara et Silas regardant des vêtements pour bébé. Ara riant, un rire sincère qu'il n'avait pas entendu depuis des années. « Elle est à moi », murmura-t-il en frappant du poing sur le bureau. Il prit son téléphone et appela son avocat, un homme louche nommé Marcus, spécialisé dans la résolution de problèmes difficiles. « Marcus, engagez la procédure judiciaire », ordonna Julian. « Laquelle, Monsieur Thorne ?»« La garde », répondit Julian, le regard froid. « Je veux la garde exclusive de l'enfant à naître en alléguant que la mère est mentalement instable et vit dans un environnement dangereux. Et intenter un procès contre Sterling pour espionnage industriel. Geler leurs avoirs. »« Monsieur, » Marcus hésita, « le procès pour espionnage ne tiendra pas la route. Et pour la bataille pour la garde, elle a l'équipe juridique de Silas Sterling derrière elle. Ce sera un bain de sang. Je me fiche de gagner le procès. »« Espèce d'idiot » hurla Julian. « Je veux juste lui faire peur. Je veux épuiser leurs ressources et les forcer à conclure un accord. Je veux qu'elle vienne me supplier d'arrêter. Proposez-lui un marché. Elle abandonne le procès, revient vers moi et j'abandonne les poursuites. Si elle refuse, je l'enterre sous les procès jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans. »« Compris, » dit Marcus. Julian raccrocha. Il se dirigea vers la fenêtre. Il connaissait Elora. Elle était douce. Elle détestait les conflits. Elle céderait pour protéger le bébé. Pendant ce temps, à Sterling Tower, Ara était assise dans la chambre d'enfant. Elle était maintenant terminée, peinte dans un vert sauge doux, avec un berceau qui ressemblait à un nuage. Elle pliait de minuscules grenouillères. Silas se tenait dans l'embrasure de la porte et l'observait. Il avait beaucoup fait cela ces derniers temps, la regardant simplement avec un air de respect silencieux. « Tu as l'air triste, » dit Silas en entrant. « J'ai peur, » émit Ara en posant une paire de chaussettes. « Je connais Julian, il est calme en ce moment. Cela signifie qu'il prépare quelque chose. » Silas s'assit sur le fauteuil à bascule en face d'elle. « Laisse-le préparer, nous sommes prêts. Hein? »« Tu ne comprends pas, » soupira Ara. « Il n'a aucune limite, il mentira, il trichera. Il essayera de prendre le bébé. » Elle aura. Silas se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « J'ai besoin de te poser une question et j'ai besoin que tu y répondes honnêtement. »« Quoi? Si Julian revenait aujourd'hui, s'il s'excusait, te suppliait et te proposait de retrouver ta vie d'avant, tu partirais? Tu l'aimes toujours? » Ara regarda Silas. Elle vit la force de sa mâchoire, la gentillesse de ses yeux, la façon dont il avait construit une forteresse autour d'elle alors qu'elle n'était qu'une épave. « J'aimais l'homme que je croyais qu'il était, » dit Ara doucement. « Mais cet homme n'a jamais existé. Je ne l'aime pas, Silas, je le déteste, non seulement pour ce qu'il m'a fait, mais aussi pour ce qu'il m'a presque fait croire à mon sujet, que je ne valais rien. Tu es la personne la plus précieuse que j'ai jamais rencontrée, » dit Silas avec intensité. Il fouilla dans sa poche. Ara retint son souffle. Était-ce cela? Mais au lieu d'une bague, Silas sortit un document plié. « Je ne voulais pas te montrer ça avant la naissance du bébé. Mais je pense que tu dois le voir maintenant pour comprendre que Julian ne peut plus te faire de mal. » Ara prit le papier. C'était un rapport financier, un bon de commande. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-elle en parcourant les lignes. « Julian est endetté, » expliqua Silas. « Il a emprunté beaucoup d'argent sur les actions de son entreprise pour financer son train de vie et la fusion qui a échoué. Lorsque ces actions ont chuté la semaine dernière, les banques ont exigé le remboursement des prêts. Il n'a pas pu payer. » Ara leva les yeux écarquillés. « Donc, la dette a été vendue sur le marché secondaire ce matin. » Silas sourit, un sourire sombre et prédateur. « Je l'ai acheté, Lara. Je suis propriétaire de sa dette. Je suis propriétaire de son hypothèque. Je suis propriétaire de l'immeuble où se trouve son bureau. » Ara eut le souffle coupé. « Tu es son propriétaire? »« Techniquement, oui. Je peux saisir Thor Enterprises demain. Je peux prendre son appartement terrasse, sa voiture et la chemise qu'il porte. » Silas se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant à côté de sa chaise afin d'être à la hauteur de son ventre. « Je voulais vous offrir un cadeau, » murmura Silas. « Je vais vous donner le plaisir de le licencier. » Le lendemain matin,
Julian fit irruption dans le hall de la Sterling Tower. Il ignora la réceptionniste et se dirigea vers les ascenseurs. Deux imposants agents de sécurité se placèrent sur son chemin. « Écartez-vous » aboya Julian. « Je suis ici pour voir ma femme. »« Ce n'est pas votre femme, Monsieur Thorne. » Une voix retentit depuis la mezzanine. Silas se tenait sur le balcon, regardant vers le bas comme un roi s'adressant à un paysan. Ara se tenait à ses côtés. « Silas » cria Julian, sa voix résonnant dans le hall en marbre. « Tu as reçu les papiers ce matin. Je prends l'enfant et je te fais tomber pour vol. Monte dans la salle de conférence, Julian, » appela calmement Silas. « Discutons. » Julian sourit. Il a peur. Il pense qu'il veut régler ça à l'amiable. Julian prit l'ascenseur, ajustant sa cravate. Il entra dans la salle de conférence avec une assurance qu'il ne ressentait pas vraiment. Ahar était assise en bout de table. Silas se tenait derrière elle, la main sur son épaule. « Prête à capituler ?» demanda Julian en jetant sa maillette sur la table. « Voici mes conditions. Ahara rentre à la maison aujourd'hui. Elle publie des excuses publiques pour blanchir mon nom. Et toi, Silas, tu me transfères les contrats logistiques asiatiques à titre de dommages-intérêts. » Ahar regarda Julian pour la première fois depuis 5 ans. Elle ne se sentait pas petite, elle ressentait de la pitié. « Julian, dit-elle, as-tu vérifié tes emails ce matin? »« Je n'ai pas le temps de lire mes emails, » répondit-il avec mépris. « Tu devrais, dit Silas, car à 9 heures, le principal créancier de Thorne Enterprises a lancé une procédure de saisie pour défaut de paiement. » Julian se figea. « Quoi? C'est impossible. La banque m'a accordé un délai supplémentaire. »« La banque a vendu la dette, dit Silas calmement, à une société holding appelée Phoenix LLC. »« Qui est Phoenix LLC? » demanda Julian, le front couvert de sueur. « Moi, répondit Ara. » Le silence dans la pièce était absolu. Julian la fixa du regard, le visage virant au violet. « Vous, murmura-t-il, Silas a fourni le capital, dit Ara d'une voix forte. Mais la société est à mon nom. Je suis propriétaire de votre dette, Julian. Je suis propriétaire de votre société. Vous ne pouvez pas faire ça. » Julian hurla en se précipitant vers elle. Silas s'interposa instantanément devant Ara, imposant et menaçant. Julian s'arrêta, haletant. « C'est fini, dit Ara derrière Silas. Je dissous Thor Enterprises. Je vends les actifs. Les bénéfices iront à des œuvres caritatives, plus précisément à des refuges pour mères célibataires. »« Vous me ruinez, » pleura Julian. Des larmes de rage coulèrent sur son visage. « J'ai bâti cette entreprise. Je suis milliardaire. »« Tu étais milliardaire, » corrigea Silas. « Maintenant, tu n'es plus qu'un homme criblé de dettes et à la réputation ruinée. Le conseil d'administration t'a destitué il y a 1 heure, Julian. La sécurité est en train de vider ton bureau au moment même où nous parlons. » Julian la regarda. Il vit la détermination dans ses yeux. Il comprit enfin que cette femme discrète qu'il avait ignorée pendant 5 ans était la seule chose qui maintenait sa vie à flot et qu'il avait lui-même rompu ce lien. « Ara !» gémit-il en tombant à genoux. « C'était un spectacle pathétique. Je t'en prie, je suis le père de ton enfant. Ne fais pas ça. Nous pouvons former une famille. Je t'aime. » Ara se leva. Elle contourna la table et se planta devant lui, mais elle ne lui tendit pas la main. « Tu ne m'aimes pas, Julian, » dit-elle tristement. « Tu aimes posséder des choses, mais tu ne me possèdes plus, et tu ne posséderas jamais cet enfant. » Elle posa un document sur la table. « Signe ça, dit-elle. C'est une renonciation volontaire à tes droits parentaux. Si tu signes, je te pardonnerai ta dette personnelle. Tu repartiras sans rien, mais tu n'iras pas en prison pour la fraude que nous avons découverte dans tes livres comptables. » Julian leva les yeux, stupéfait. « Vous avez trouvé la ligne 452. » Ahar sourit faiblement. « Vous avez toujours été négligent avec les détails. » D'une main tremblante, Julian prit le stylo. Il regarda le document. Il regarda Silas, qui l'observait avec un mépris total. Il signa. « Sortez, » dit Silas. Julian Thorne se leva. Il semblait plus petit, plus vieux. Il se retourna et quitta la pièce puis le bâtiment pour sombrer dans l'oubli et l'insignifiance. Le dernier trimestre de la grossesse d'Ahara fut une période de paix tranquille et dorée, qui contrastait fortement avec le chaos de son mariage avec Julian. Le penthouse de la Sterling Tower, autrefois forteresse de solitude pour Silas, s'était transformé. Ce n'était plus seulement le sanctuaire high-tech d'un célibataire. C'était un foyer. Silas était devenu un homme différent.
Le loup de Wall Street, connu pour éviscérer ses concurrents avant le petit déjeuner, quittait désormais les réunions plus tôt. Il passait ses soirées dans la bibliothèque, non pas à analyser les actions, mais à lire à haute voix à l'intention du ventre d'Ara. Il avait lu quelque part que le bébé pouvait entendre les voix, et il était déterminé à ce que l'enfant connaisse sa voix aussi bien que celle d'Ara. Un mardi soir pluvieux de novembre, l'air dans le penthouse était chargé d'anticipation. Ar était assise près de la fenêtre, regardant la tempête fouetter la vitre. Cela lui rappelait la nuit où Julian l'avait mise à la porte. Le froid, la beauté, la solitude absolue, mais elle sentit alors une main chaude sur son épaule. « Tu penses à lui, dit Silas doucement. Ce n'était pas une question. Il la connaissait trop bien maintenant. Ara recouvrit sa main de la sienne. « Je pense à quel point la pluie semble différente vue de l'intérieur d'une maison chaude, murmura-t-elle. Je pense que je n'ai pas eu froid depuis 6 mois grâce à toi. » Silas s'agenouilla à côté de sa chaise, une habitude qu'il avait prise depuis que sa mobilité avait diminué. « Tu n'auras plus jamais froid, Ara, je te l'ai promis. » Il s'apprêtait à dire autre chose, peut-être quelque chose qui comblerait le fossé entre partenaires et amants qu'il contournait depuis des semaines, lorsqu'elle haleta. Sa main se posa sur son abdomen, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa robe. « Silus !» s'étrangla-t-elle, les yeux écarquillés de panique. « Qu'y a-t-il? Le bébé ?» Silus fut immédiatement en alerte, ses yeux scrutant son visage à la recherche de signes de détresse. « Je crois. » Elle grimaça lorsqu'une contraction la parcourut, plus forte et plus profonde que les contractions de Braxton Hicks qu'elle avait ressenties auparavant. « Je crois que c'est le moment. » Le lot se rompit une seconde plus tard. Ce qui suivit fut une véritable leçon de gestion de crise donnée par Silas Sterling. Il n'y eut aucune panique, seulement une efficacité terrifiante. Il avait déjà fait venir l'ascenseur privé avant même que Ara ne se soit levée. La voiture était en bas en 30 secondes. Il avait l'hôpital en ligne et aboyait des ordres au chef du service médical, s'assurant que l'aile privée était prête. Mais dès qu'ils s'installèrent à l'arrière de la limousine, le masque du PDG tomba. Ara lui serra la main si fort que ses jointures blanchirent, respirant à travers une vague de douleur déchirante. Silas la regarda, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle vit de la peur dans ses yeux. Pas la peur de la situation, mais la peur de la perte. « Reste avec moi, murmura-t-il en embrassant ses jointures. « Respire, Lara. Je suis là. » Le travail fut long, terriblement long. Pendant 14 heures, Lara se battit. Les médecins s'inquiétaient de sa tension artérielle, conséquence du stress lié au divorce, et du caractère à haut risque de sa grossesse. La pièce était envahie par le brouillard des bips des moniteurs et des conversations médicales étouffées. À travers le brouillard de la douleur et de l'épuisement, Lara avait un point d'ancrage. Silus. Il ne la quitta jamais. Les infirmières essayèrent de le faire sortir pendant la péridurale, mais il refusa de bouger. Il essuyait la sueur de son front avec un linge frais. Il lui tenait une tasse de glaçons contre les lèvres. Lorsque la douleur devint insupportable et qu'Ara se mit à pleurer, murmurant qu'elle n'y arriverait pas, qu'elle n'était pas assez forte, Silas était là, son visage à quelques centimètres du sien. « Regarde-moi, ordonna-t-il, sa voix coupant court à la panique. Tu as détruit l'empire d'un milliardaire alors que tu étais enceinte de 6 mois. Tu as reconstruit mon entreprise à partir d'un ordinateur portable dans une chambre d'amis. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Tu peux y arriver. J'ai peur. » Elle sanglotait. « Silas, si quelque chose m'arrive, promets-moi que tu le prendras avec toi. Ne laisse pas Julian s'approcher de lui. Il ne t'arrivera rien, » dit Silas d'un ton farouche, la voix brisée. « Parce que je ne te laisserai pas partir. Nous faisons cela ensemble. Nous terminons cela ensemble. » À 4h12 du matin, alors que les premières lueurs grises de l'aube envahissaient l'horizon new-yorkais, la pièce devint silencieuse, puis un cri aigu et indigné retentit. Le son emplit la pièce, plus fort que la tempête à l'extérieur, plus fort que les doutes dans la tête d'Ara. « C'est un garçon, » annonça le médecin, la voix pleine de soulagement. « Il est là, » ont-ils dit en posant le bébé sur la poitrine d'Ara. Il était petit, avait le visage rouge, gigotait, avait une touffe de cheveux foncés et des poumons qui réclamaient de l'attention. Ara a touché sa joue, les larmes coulant librement sur ses joues. L'amour qui l'envahissait était irrésistible.
un raz-de-marée qui emportait toutes les cicatrices que Julien avait laissées sur son âme. « Bonjour », a-t-elle murmuré d'une voix brisée. « Bonjour, mon amour », dit-elle en levant les yeux vers Silas. Il se tenait près du lit, regardant l'enfant avec une expression d'émerveillement pure et sincère. Il semblait terrifié à l'idée de le toucher. « Silas », dit Ara doucement, « viens ici. » Timidement, l'homme qui brassait des milliards de dollars d'un simple trait de plume tendit un doigt. La petite main du bébé, cherchant instinctivement quelque chose, se referma sur l'index de Silas. Silas laissa échapper un soupir qui ressemblait à un sanglot. Il s'effondra dans le fauteuil à côté du lit, le front appuyé contre son bras, son doigt toujours retenu par le nouveau-né. « Il est parfait », murmura Silas, la voix chargée d'émotion. « Il est absolument parfait. »« Il lui faut un nom », dit Ara en caressant les cheveux de Silas. Silas leva les yeux, les paupières rougies. « Tu as dit que tu aimais Léo. » Léo acquiesça en regardant son fils. Léo, ça veut dire lion, parce qu'il sera courageux. Léo, Silas testa les noms. Léo Vance. Ara hésita. Elle regarda l'homme qui lui avait sauvé la vie. L'homme qui était resté assis dans ce fauteuil pendant ton an. L'homme qui était actuellement retenu en otage par un nourrisson âgé de 5 minutes. Leo Sterling. Elle le corrigea. Silas se figea. Il la regarda, cherchant dans ses yeux le moindre signe d'hésitation. « Ara, tu n'es pas obligé. Les noms ont un pouvoir. Ce nom a beaucoup de poids. Je sais. » Elle sourit faiblement. « C'est pour ça que je l'ai choisi. Il mérite un père qui sait ce qu'est la loyauté. Il te mérite. » La transition entre l'hôpital et l'appartement terrasse s'est faite en douceur. Pourtant, tout semblait différent. La dynamique de la maison avait changé. Ce n'était plus un lieu de travail. C'était un sanctuaire pour une famille. 2 semaines passèrent. Ara se remettait bien. Elle reprenait des forces jour après jour. Silas avait pris un congé paternité, ce qui avait choqué le conseil d'administration, mais personne n'avait osé le remettre en question. Un soir, Ara était dans la chambre du bébé. Elle venait enfin de réussir à endormir Léo. La pièce était faiblement éclairée par une lampe en forme de lune qui diffusait une douce lueur sur le berceau. Elle resta longtemps debout, à regarder le mouvement rythmique de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait. Tu le regardes comme s'il allait disparaître. La voix de Silas retentit depuis l'embrasure de la porte. Ar se retourna. Silas était appuyé contre le cadre de la porte, tenant 2 tasses de tisane. Il entra silencieusement et lui entendit une. « J'ai passé tant de mois terrifié à l'idée que Julian trouve un moyen de le prendre, » admit Ara en sirotant son thé. « Ou que je ne suffise pas, qu'une mère célibataire ne pouvait pas élever un garçon pour qu'il devienne un homme bien. Il ne sera pas élevé par une mère célibataire, » dit Silas doucement. Il posa sa tasse sur la table allongée et s'approcha d'elle. L'espace entre eux, habituellement chargé d'un respect professionnel tacite, vibrait désormais de quelque chose de bien plus personnel. « Ara », commença Silas d'une voix basse, « nous devons parler de notre arrangement. » Le cœur d'Ara se serra. L'arrangement, le contrat de travail, l'accord de logement. Était-ce cela? Allait-il lui demander de déménager maintenant que le bébé était né? Maintenant que le drame avec Julian était terminé, je comprends, dit-elle. Dit-elle en essayant de garder une voix calme, même si ses mains commençaient à trembler. Je peux commencer à chercher un logement dès la semaine prochaine. J'ai suffisamment d'économies maintenant, grâce à la prime que vous m'avez versée. Je ne vais plus vous déranger. Silas la fixa, les sourcils froncés, puis il laissa échapper un petit rire incrédule. Déménager. C'est ce que vous pensez que je veux? Eh bien, le contrat. Brûlez le contrat. Silas grogna doucement. Il fit un pas vers elle, envahissant son espace personnel d'une manière qui lui coupa le souffle. Ara, vous pensez vraiment que j'ai fait tout ça? Le procès, le rachat de la dette, la crèche, pour des raisons stratégiques? Je ne sais pas, balbutia-t-elle. Je ne l'ai pas fait pour me venger de Julian, avoua Silas, les yeux rivés sur les siens. Je veux dire, le détruire était un bonus sympa, mais je l'ai fait parce qu'à l'instant où je t'ai vu dans ce restaurant, avec des taches de café sur ton tablier et le feu dans les yeux, j'ai su que j'étais fichu. Il tendit la main et prit les siennes. Ses paumes étaient chaudes et cailleuses. J'ai perdu mon cœur il y a des années, murmura Silas. Je pensais qu'il était perdu à jamais.
Je pensais que je n'étais qu'une machine conçue pour gagner de l'argent. Et puis tu es arrivé. Toi et ce petit lion. Il désigna le berceau. Tu m'as réveillé, Ara. Il fouilla dans sa poche. Ara eut le souffle coupé. Silas s'agenouilla. Le parquet de la chambre d'enfant craqua doucement. Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une bague qui faisait passer celle que Julian lui avait offerte pour un jouet. C'était un saphir vintage, d'un bleu profond comme l'océan, entouré d'un halo de diamants anciens. Elle n'était pas tape à l'œil, elle était imposante, c'est même. C'était une bague destinée à être portée par une matriarche, une partenaire, une reine. Elle appartenait à ma grand-mère, dit Silas en la regardant avec une vulnérabilité qui le mettait à nu. Elle m'a dit de ne jamais la donner à une femme à moins que je ne puisse respirer sans elle. Ara, je ne peux pas respirer sans toi. Je ne veux pas être ton patron. Je ne veux pas être ton propriétaire. Je veux être ton mari. Je veux être le père de Léo. Je veux rentrer à la maison chaque jour pour le reste de ma vie. Des larmes coulaient sur ses joues, chaudes et rapides. Silas, épouse-moi, supplia-t-il doucement. Laisse-moi passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentiras plus jamais indésirable. Ara tomba à genoux pour être à la hauteur de ses yeux. Elle se moquait de la robe ou du sol. Elle passa ses bras autour de son cou et enfouit son visage dans son épaule. Oui, sanglota-t-elle dans sa chemise. Oui, Silas, 1000 fois oui. Oui. Silas poussa un soupir de soulagement et la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. Il la tenait comme si elle était la seule chose qui le retenait sur terre. Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Dans son berceau, Léo remua, poussa un petit soupir et se rendormit, inconscient que sa mère venait de sceller leur avenir. Épilogue. 5 ans plus tard, le soleil se couchait sur les Hamptons, peignant le ciel de traînées violettes et oranges. Le domaine Sterling était situé sur une falaise surplombant l'océan, un chef-d'œuvre architectural tentaculaire rempli de lumière et de bruit. Ara était assise sur la terrasse, un verre de thé glacé à la main. Elle faisait défiler les pages du dernier numéro du magazine Forbes sur sa tablette. La couverture montrait une femme vêtue d'un tailleur blanc impeccable, à l'air puissant et serein. Le titre disait « Le phénix renaît. Comment Elora Sterling a redéfini l'éthique dans les affaires. » Elle sourit. Le chemin avait été long. Après leur mariage, Silas et elle avaient fusionné leurs visions. Ils avaient lancé un fonds de capital risque spécialement destiné aux start-up dirigés par des femmes et à celles qui avaient été privées de leurs droits par la machine corporative. Ils étaient désormais plus riches que Silas ne l'avait jamais été seul. Mais l'argent semblait différent. Il semblait propre. Maman, regarde. Ara leva les yeux. Un garçon de 5 ans aux cheveux noirs en bataille et aux yeux brillants et intelligents traversait la pelouse en courant. Léo tenait dans ses mains une grenouille très confuse. « J'ai attrapé un dinosaure », annonça Léo fièrement en présentant la grenouille. « C'est un dinosaure très gluant, Léo. » Ar rit en essuyant une trace de saleté sur sa joue. Derrière lui, un homme sortit du jardin. Silas Sterling avait changé. Les rides autour de sa bouche s'étaient adoucis. Il portait un T-shirt et un jean, les pieds nus dans l'herbe. Il semblait plus jeune, plus heureux. « Il tient ses talents de chasseur de toit », taquina Silas en déposant un baiser sur le sommet de la tête d'Ara. « Et son entêtement. »« Il tient son charme de toit », répondit Ara en se penchant en arrière pour profiter de son contact. Silas s'assit sur le bord de sa chaise longue. « J'ai reçu un appel aujourd'hui. »« Oh, d'une agence de location de voitures dans l'Ohio, » dit Silas avec un sourire en coin. Apparemment, le directeur de la succursale a été licencié pour avoir tenté de détourner des fonds de la caisse. Il risque la prison. « Julian » demanda Ara, ce nom lui semblant étranger, comme un mot d'une langue qu'elle ne parlait plus. « Julian » confirma Silas. « Il m'a appelé pour me demander une référence morale. Il voulait que j'appelle le procureur pour lui. » Ara haussa un sourcil. « Et qu'as-tu fait? Je lui ai dit que j'étais occupé à jouer aux dinosaures avec mon fils, » répondit Silas en tendant la main pour chatouiller Léo, qui éclata de rire. Ara les regarda jouer, l'homme qui l'avait sauvé et le fils qui les avait sauvés tous les deux. Elle posa sa main sur son ventre, où une sensation familière avait commencé à se manifester quelques semaines auparavant. Elle n'en avait pas encore parlé à Silas. Elle attendait le moment idéal, peut-être le dîner de ce soir. Un autre bébé, un autre chapitre. Elle regarda l'océan.
Les vagues qui lui avaient autrefois semblé si terrifiantes pendant les tempêtes n'étaient plus qu'un rythme, une chanson de constance et de force. Elle avait été abandonnée, elle avait été brisée, elle avait été laissée sous la pluie, avec rien d'autre qu'une valise et une prière. Mais elle avait continué à marcher, elle avait traversé le feu et avait trouvé la seule chose que l'argent ne pouvait acheter. Elle avait trouvé un foyer. « Silus » appela-t-elle. Il leva les yeux, le sourire aux lèvres. « Oui, c'est si... viens ici. » Elle tapota le siège à côté d'elle. « J'ai une surprise pour toi. » Alors qu'il s'approchait, le soleil plongea sous l'horizon, projetant un halo doré autour de la famille que l'amour avait construite. Et pour Ara Sterling, ce n'était que le début. L'histoire d'Ara prouve que parfois, votre plus grande perte est en fait votre plus grand gain. Julian pensait qu'elle ne valait rien parce qu'elle ne correspondait pas à son image. Mais il n'a pas réalisé qu'elle était l'architecte de son succès. Dans son arrogance, il a jeté un diamant pour courir après une pierre scintillante. Et lorsqu'il a réalisé son erreur, il était trop tard. Silas, en revanche, a su reconnaître sa valeur lorsqu'il l'a vue. Il n'a pas seulement vu une femme brisée. Il a vu une partenaire, une reine et une mère. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de rédemption et d'amour véritable, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune histoire. Qu'auriez-vous fait à la place d'Ara? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Ich bin so clueless, was alles so angeht. Vielleicht ab und an mal Shield brauchen. Ich bin schon clean heute. Ja, heute bin ich ein bisschen clean, ne? Aber ich bin nicht clean genug. Ich habe viele Situationen heute richtig scheiße gespielt. Aber es kommt vielleicht noch. Das Warm-Up-Game, maybe. Maybe. Wie viele Klausuren hast du jetzt noch, Adler, oder bist du jetzt durch? Gar nicht. Wenn du spielst. Wo du recht hast. Wo du recht hast. Das war auch nicht unhöflich, ist alles gut. Ich hab schon verstanden. Hilfe. Wo haben uns das abgeprallt? Oh oh. Scheiße, ich laufe da noch ein. Danke für deinen Lurk, Reese. Einen entspannten Arbeitstag wünsche ich. Bin durch, habe aber eins geschoben. Ach! Wer studieren liebt, der schiebt. Rede! So, wie ist es jetzt durch? Ich hoffe, du fühlst wenigstens Erleichterung, Adler, Junge. Ein bisschen. Oh, ich hoffe, ich fühle Erleichterung nach Mittwoch. Ich hoffe, ich muss nicht in die Nachklausur. Aber eigentlich, ich bin so gut drin gerade in dem Thema. Sollte eigentlich easy sein. Mal gucken. Through the calm, I see. Through the storm, I fight. Ich war noch am Trinken aufgießen. Sorry. Hallo Stony und hallo Mafuye Band. Willkommen. Was schreibst? Medieninformatik. Das Thema ist halt so riesig gefächert. Das bisschen Arsch. Aber sonst... Dafür muss man halt relativ viel wissen. Na, wie läuft's? Lief mal besser. Chance, you stupid. Reloading. Right there. Enemy spotted C. Gehen wir immer noch für C? Hallo Panna, hallo. Boah, jetzt gerade ruckelt mein Bild aber schon wieder ganz doll. Ich bin so sauer. No peeking. Our spike carrier's down. Spike down, C. Launching missile. 30 seconds left. That's you, pal. Drop in a smoke. Spike planted.
Schön. Ah, okay, ich chill einfach hier. Und Garage. Super Heartbeat. $1 Contract. Last player standing. Ich bin ein bisschen am Arsch. Ach, er sieht mich halt instant. Ach, Mann. Warum sterben wieder alle? Wo Panic Ult? Ich habe überlegt, aber ich habe wirklich kurz überlegt, aber ich war so, nee, das ist Troll. No worries, Charlie. Das ist Troll. Wurde aus Holy Moly. Ja, eben. Digga, so schlecht gespielt. Wait, Mafuyo, du hast Aram Mayhem Pass, 1/3 fehlt dir nur noch? Ich spiele echt viel Aram und ich habe wirklich vielleicht erst die Hälfte oder so. Wie viel spielst du? Aber ist fair enough. Aram Mayhem ist funny as fuck. Gut, dass du überlegt hast. Ja, ich war so, gehe ich jetzt für den Ego-Mode? Wie kannst du noch Gold sein? Ich habe wirklich wenig gespielt. Ich habe vielleicht 30 Games die Season. Reloading. Also... Ist schon fair, dass ich low bin. Also den Reset habe ich halt ganz normal mitgenommen. Bin halt eine komplette Division runter. Aber ist ja auch normal so. Ja, hab seitdem halt 30 Games oder so gemacht. Aber warum? Warum? Was machen wir denn? What are we fucking doing? Ich habe no words for this. Der schon 110 Games an. Ja, normalerweise hatte ich ja auch schon so viele Games, aber I changed. Ich bin nicht mehr die alte Leonie. Und ich bin schlecht. Spike down A. Ich habe mein Handgelenk tut so weh. Ich habe schon durch 2 Mal Macherbanner. Aber das wäre auch close, hast recht. Wir sollen so mit mir einen Ausflug machen. Wohin? Was für ein Ausflug? Was macht ihr? Alt bist du schon, ich bin alt. Was haben sie gechanged, Madame? Ne, ich habe aber mein Leben nicht gechanged. Ich hab mich halt auf Uni fokussiert. Spike down mid. Das habe ich gechanged und habe dadurch sehr viel weniger gestreamt und sehr viel weniger Velo gespielt. Ja, jetzt müssen viele... Ja, also gut, bei mir sind es halt Lebensumstände, warum der Velo-Grind nicht mehr ist. Wie gesagt, ich habe halt Uni gegrindet. Hat sich jetzt auch nicht so giga ausgezahlt, aber, ne? Ich habe halt Uni gegrindet, dadurch hatte ich halt einfach weniger Zeit zu spielen. Dadurch bin ich auch automatisch schlechter geworden und dadurch bin ich auch einfach, muss ich ehrlich sagen, ich habe einfach schlechte Laune bekommen im Spiel, weil ich nicht mehr so gut war. Das ist legit ein riesen Take bei mir. Ich werde sauer, wenn ich nicht mehr so gut bin, wie ich vorher war. Und ich meint sie Henry, klar. We are strong. Ich glaube, so nah waren wir nie von der Elo, nee. Eigentlich nur noch Aram. Ja gut, ich spiele ja noch Ranked ab und zu. Oh, ich liebe League Ranked. League ist so cool. Aber hört auf, über League zu reden, sonst will ich swappen. Aber ich will schon grinden eigentlich. Ich hab doch nur mich gesehen. Komm. Du siehst nur mich. Geh für 1v1. Wo ist sie? Enemy spotted. A. Drop in a smoke. Reloading. Not ready Die yet. ranken die Bundesländer. Oh, auch tote Diskussion. Tot. This is how it ends. Ich muss eh meine Heizung ausmachen. Missile deployed. Es wird warm. Oh, ihr seht meine Pennerhose. Certified Pennerhose. Damit habe ich mir die Haare mal gefärbt. Blocking vision. Ich glaube, Single mit Reset nichts anderes gesehen als Helms und Crowd ist es irgendwie nicht. Ja, Hallöchen, Muffler. You should run. Einen wunderschönen guten Morgen. Knocking them. Man macht Fokus, aber ja irgendwie eklig. Ey, aber ich bin so viel glücklicher dadurch geworden, Panna. Also nicht, dass ich unglücklich vorher war, aber ich bin wirklich einfach glücklicher geworden dadurch. Hat die Sage schon geredet? Die Sage hat geredet. Ist weiblich, Eki, falls du wissen wolltest. Fühle ich komplett. Das ist alles, was ich je gemacht habe. Ach, Bullshit, Valerie. Ich habe auch in deine Velo-Streams reingeguckt. Du kannst auch gut Velo spielen. Deswegen habe ich dann nach meiner ersten Time noch Insel noch mal 3 Monate dran gehangen. Ja, ja. Velo ist einfach, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Es ist einfach frustrierend. Ja, auch die Runde ist frustrierend. Wir haben einfach, weiß ich nicht. Es ist einfach eine scheiß Map. Ich kann nicht entryen. Es ist einfach tot.
Er meint, man könnte ja spazieren gehen und sich Kaffee und Snacks mitnehmen. Einfach quatschen, auch wegen Geld, dass man nicht so viel zahlen muss. Das klingt nach einer übel geilen Daily-Day. Das würde ich sogar machen, wenn ich reich wäre. Einfach rumlaufen, quatschen, Kaffee trinken und snacken. Geil. Wir müssen mehr flexen. Ja. Irgendwie ist Flex für mich nicht so geil. Nee, also for real. Ich weiß nicht, was los ist. Ich spiele Solo-Queue. Ich bin der größte Ficker der Welt, ohne jetzt arrogant zu klingen. Aber Junge, ich spiele einmal Flex. Ich bin der größte Bastard. Ich schaff gar nichts mehr. Was passiert da? Warum bin ich auf einmal ein handloses Geschöpf? Get out of my way. Ja, ich bin ein Opfer und immer noch handlos. Last player standing. Warum sind die überall auf Side? Defenders win. Aber eigentlich sollte mir Flex Rank eh egal sein. Also es macht Spaß mit euch zu spielen. So soll es jetzt gar nicht gemeint sein, Presi. Es hat richtig viel Spaß gemacht, Flex zu spielen. Ich war nur sehr sauer danach. Ich war nie bei Gold 3, für mich ist das alles so egal. Wir waren durch Sabbel, wie wir alle, natürlich. Sabbel macht jeden glücklich. Wait, eine schlechte Race? Bin ich das? Das ist mein Game gehüpft, der Junge. Aber warum denn Valentinstag? Ach, Samstag ist ja Valentinstag. Ich esse da Chinesisch. Habe ich richtig Bock drauf. Schön lecker gebratenen Reis mit Ente. Oh, oder Hähnchen. Irgendwie sowas habe ich richtig Bock drauf. GG's, danke. Jetzt bist du Team MVP, ja. Warum ist Eki so nett? Was passiert? Ich bin so rot.